Alors, ce que vous allez faire maintenant comme étape numéro 2, c'est de revenir sur votre interface ici et vous allez voir un bouton qui s'appelle dossier. Donc, si vous êtes sur la page d'accueil, il n'y a pas de problème. Vous cliquez sur les actions rapides ici, voir les détails. Sinon, ceux qui sont curieux peuvent venir dans instance, gérer. Vous allez également voir tomber sur la page de l'instance lui-même. Et donc, cliquez sur dossier. Donc, quand vous allez cliquer sur dossier, il y a une configuration donc, qui se fait. Et vous allez voir les dossiers qui existent déjà dans le projet. Bon, ça, ce sont des dossiers qui viennent avec le projet. Si ça ne vous intéresse pas, vous les supprimez. Donc, les deux ne m'intéressent pas. Je vais les supprimer. Puis, c'est des dossiers qui sont des dossiers démo. Alors, lorsque c'est fait, au lieu de créer un dossier, nous, on a déjà un dossier. Vous cliquez sur Upload fichier. Donc, pour téléverser un dossier. Et donc, vous pouvez venir choisir uploader un dossier. Et on va naviguer, aller chercher le dossier du projet lui-même. Dans mon cas, je sais que dans formation, j'ai data, mais j'ai enregistré mon projet QGS dans formation. Donc, quand je sélectionne juste formation, vous allez voir le dossier formation ici. C'est dans formation que j'ai mon projet. Et puis, vous pouvez cliquer sur importer pour importer le dossier au complet. Donc, je vais cliquer sur importer. Et il y a un traitement qui va se faire en arrière pour ramener mon dossier dans mon instance. Alors, là, j'ai mon dossier qui est là. Si je l'ouvre, je vais voir, voilà, j'ai le projet paris.qgs et j'ai mes données qui sont ici. Alors, dans un futur proche, il y a également cette même possibilité depuis QGIS. L'extension n'est pas encore en ligne, mais il y a une extension. Il y a normalement une extension LISPAC donc qui peut être utilisée. C'est-à-dire, ça s'appelle LISPAC Publisher. Il faut que je le mette. Et à partir de LISPAC Publisher, vous pouvez très facilement accéder, en fait, à partir de cette interface-là, sans pour autant vous rendre, revenir dans votre interface. Ça veut dire que depuis là, on est capable de tout faire. Je vais voir un détail parce que j'ai changé de profil. Est-ce que tout le monde a réussi à téléverser son projet? Je ne vois pas l'écran. Je vais regarder. Est-ce que tout le monde a téléversé son projet? Ok, d'accord. Merci. Et je vais plutôt voir profil formation. Alors là, je vais voir installer les extensions. Toutes, je vais voir ici. Ok, Internet.
Je vais redémarrer. Comme ça, vous allez voir l'interface. OK, je vais potentiellement, en attendant que on va aller faire les configurations et puis on reviendra ici. QGIS 3.44. Non. OK. Donc là, maintenant, on a téléversé le projet. On va revenir dans notre tableau de bord d'administration LeaseMap. Vous cliquez là-bas. Et une fois que c'est cliqué, bon, je vais attendre que tout le monde aille. Donc, je cherche ma bonne version 3.44 normalement. Est-ce que tout le monde est sur l'interface d'administration? Si vous êtes là-bas, venez dans gestion des cartes. Donc, on vient dans gestion des cartes et vous allez voir ici un bouton ajouter un répertoire. Donc, si vous me suivez et que vous êtes au niveau de... Après avoir téléversé le dossier, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, après avoir téléversé le dossier ici, sur votre interface, c'est vraiment votre gestionnaire de fichiers. C'est là où vous allez glisser vos fichiers et tout. Donc, quand c'est terminé, venez dans Administration. Donc, si vous, normalement, vous allez voir l'interface ici de votre LeaseMap, l'URL vers votre admin LeaseMap. Donc, là-bas, vous allez voir gestion des cartes. Et au niveau de gestion des cartes, il y a ajouté un répertoire. Donc, si vous me suivez, au niveau de ajouter un répertoire, il y a le chemin vers le répertoire local. Vous devez automatiquement retrouver votre dossier. Donc, chez moi, c'est formation, puisque c'est formation, j'ai téléversé ici. Donc, vous allez retrouver le dossier formation. Vous le sélectionnez et puis vous pouvez garder tout par défaut, puisqu'on n'est pas encore arrivé là où il faut, qu'est-ce qu'il faut décider, qui doit voir quoi, etc. Vous pouvez garder ça par défaut et puis vous enregistrez. Donc, une fois c'est enregistré, vous pouvez cliquer sur voir. Donc, ici, on voit la carte qui est là. Bon, il y a la description, on n'a rien configuré de tout ça. Et puis, faites voir la carte. Et dites-moi si vous voyez quelque chose comme ça. Bon, chez moi, rien ne s'affiche. OK, on va regarder ça ensemble. Essayez de me partager votre écran et puis je vais voir pourquoi rien ne s'affiche. Parfois, il faut cocher au niveau d'arrondissement aussi, parce que c'est très décoché. Oui, effectivement. Si, ça c'est une bonne remarque. Si arrondissement n'est pas coché, vous n'allez rien voir. Ça se passe dans QGIS, c'est là où vous décidez si ça doit être coché par défaut ou pas. C'est bon? Est-ce que tu vois maintenant? Non. OK, il faut partager l'écran et je vais vous accompagner. Bon, je n'ai pas la main pour partager mon écran. Oh, OK. C'est Coco, OK. C'est bon.
c'est bon. Vous avez mon écran? Oui. OK. Allez dans allez-y dans l'ISMAP. Cliquez sur l'icône de l'ISMAP. Ici? Non, l'extension l'ISMAP. Vous voyez ça, non, en deuxième ligne. OK. Vous voyez là où il y a l'icône de Python? Dans- Regardez la deuxième, sur la deuxième barre des outils là. Oui. Vous allez voir l'extension l'ISMAP. Non, la deuxième, celle du milieu. Vous avez en bas du menu 3 lignes. Il y a les outils, il y a... OK. Est-ce que je peux avoir la main où... OK. Est-ce que vous voyez l'icône de l'ISMAP sur votre interface? C'est-à-dire que, Oui, oui, ici. cliquez. Non, c'est pas là-bas. Ici, ça marche pas. Non, en fait, c'est vous n'avez pas ouvert l'extension l'ISMAP. Est-ce que vous l'avez ouvert pour configurer? Dans QGIS? Oui, exactement. Oui, Cliquez sur ici, ça. Oui, cliquez sur ça. ok. Vous venez de cliquer, je pense que ça n'a pas fonctionné. Recliquez pour ouvrir l'interface. Ou bien c'est pas. Est-ce que vous l'avez ouvert? Oui, je suis sur Ah, dans QGIS, la fenêtre de l'ISMAP. ah non, on ne voit pas. Actuellement. C'est comme vous avez sélectionné QGIS, donc on ne peut pas voir. Essayez de partager Ok, l'écran. ok, je vais partager tout l'écran. Oui. Ok, c'est bon? Un instant. On sait... Oui, c'est bon maintenant. Voilà. Ok. OK, vous avez sélectionné arrondissement. Tout est bien fait. Faites OK. Je vais voir. OK. On va aller dans le projet. On va aller dans le là où vous avez enregistré votre projet. Non. Revenez. En local? Oui, en local, sur le dossier. Ok, le dossier est ici. Bon, je vous sors rapidement. Voilà. OK. Voilà, vous avez enregistré ça dans data et non dans formation. Donc, ce qui fait que pour accéder, il doit aller traverser le dossier data avant de voir le projet. Donc, vous, normalement, Ok, c'est data, vous devez téléverser. d'accord, ça marche. Donc, allons-y sur votre interface. Je vais voir. Oui, Ici. ici, on ne peut pas. Oui, ouvrez ça. Ouvrez formation. OK. Prenez data, mettez à la racine. Non, ouvrez. Prenez data et tentez de déposer ça sur le mot racine. Voilà, laissez ça là-bas. Ok, ok. Revenez d'un niveau. OK, c'est bon. Allons-y sur l'interface. Oui, on va faire modifier. Faites modifier. Prenez data et enregistrer. Bon, ici, vous pouvez changer aussi. Bon. Mais ça peut être formation ou n'importe quel nom. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, je peux laisser comme ça. Normalement, l'ID devrait aussi changer. Enregistrer. Enregistrer, on va voir. Mais ça peut rester, c'est un ID. Il est généré une seule fois. Maintenant, faites voir Ok, super. et cliquez maintenant sur votre carte.
OK. Il ne retrouve pas le projet. Et c'est normal, puisque il n'a pas enregistré le chemin relatif. On va refaire une manipulation. Ah, attendez. Ok. Ah, OK, c'est venu. Là, c'est bien. Donc, si vous zoomez, vous dézoomez, normalement, c'est une carte basique. Oui. On va aller poursuivre les trucs. Donc, je vais reprendre le partage de mon écran. Ok. Arrêtez. C'est bon. Là, actuellement, les curieux peut-être sont déjà initiés, ils auraient déjà avancé. Si vous cliquez, il n'y a rien qui se passe, aucun pop-up qui s'ouvre, etc. Les couleurs qui sont ici, peut-être que ce n'est pas à votre goût. Sachez que c'est modifiable. On propose ou on prévoit proposer des thèmes dans Marketplace. Vous allez voir thème LeaseMap. Ici, pour l'instant, il n'y a rien, mais vous allez voir des thèmes qui vont commencer par arriver. Il y a déjà un thème qui est prêt. On va vous proposer des styles de couleurs pour vous copier, vous coller, et puis ça fonctionne. Mais pour écraser le style par défaut, qui est déployé avec, et revenir au style original de LeaseMap, lorsque vous venez ici, il y a le bouton thème. Donc, dans thème, si vous tentez de modifier ici, vous allez revenir au style initial de LeaseMap. Moi, je vous suggère de revenir au style initial de LeaseMap parce que le thème actuel, on est en train de l'optimiser. Le thème qui est déployé est en train d'être optimisé sur mobile. Sur ordi, tout est parfait, mais sur mobile, pas encore. Donc, vous pouvez modifier votre en-tête, votre logo, les couleurs d'arrière-plan, les couleurs de titre, de fond, etc. à partir d'ici. Alors, je vais aller voir mes cartes, gestion des cartes. Voir. Maintenant, où je vais en venir, c'est que quand vous cliquez, rien ne se passe. Normalement, si vous cliquez, vous devez au moins avoir un pop-up avec des détails de l'entité. Donc, on n'a que quelque chose, bon, rien, aucun label, rien du tout. Peut-être que si on prend information, on n'a que des URL ici. Bon, ça ne nous dit pratiquement rien de bon. On va revenir dans QGIS. Je vais voir c'est quelle version j'ai ouvert. OK. Alors, je vais réouvrir mon projet. Il est ici. Si vous êtes sur le projet, je vais voir si mon extension est chargée. Ah, OK. Donc, moi, je peux me permettre de fermer et je viens dans extension, mais ça ne change rien. Actuellement, si on configure dans LeaseMap, on va aller faire téléverser comme on vient de le faire sur notre gestionnaire. On rafraîchit la carte et on voit les changements. Par contre, moi, je vais activer l'extension ici. Quand l'extension va être disponible en ligne, vous pourrez le télécharger gratuitement et puis l'utiliser. Donc, en résumé, c'est vraiment un outil qui nous permet de nous défaire de l'interface de gestionnaire de fichiers. Je ne sais pas si... C'est juste les identifiants et les mots de passe qui vous ont permis de vous connecter à votre interface de pilotage, de déploiement et autres. Donc là, je vois ici, je pense que je ne suis pas connecté au bon compte. Je vais juste m'assurer que j'ai le bon compte. C'est augmente dans comment. Et ici, j'ai augmente. OK. Ah oui, je comprends. Je crois que ici, je suis sur le serveur de test. Voilà, parce qu'on a deux sites. On a un site
donc pour les développeurs, et un site. Donc ça, c'est le site des développeurs. Je vais plutôt me déconnecter comme ce n'est pas encore officiellement en ligne. Sinon, à partir d'ici, je suis capable de piloter tout. Je configure, je déploie ma carte, je l'ouvre, j'ouvre mon projet, je configure et puis je repousse sans toucher. Juste après l'installation, je n'ai plus besoin de passer par là. Mais je peux regarder les métriques, ma consommation, etc. Alors, oui. La fenêtre que vous venez de fermer tout de suite, vous l'avez ouverte à partir de l'extension LeasePack, c'est ça? Non, la fenêtre que je viens de fermer, c'est une extension que nous avons développée en interne, LeasePack Publisher, OK. qui va vous permettre de tout faire. C'est-à-dire, quand tu déploies ton instance, tu peux venir ici te connecter à cette instance-là et ouvrir le projet. D'accord. Travailler le projet, donc faire des configurations sur LeasePack et republier le projet à partir d'ici. Donc, tu n'as plus besoin d'aller sur ton interface, cliquer sur téléverser un dossier pour aller chercher le dossier parce qu'à chaque mise à jour, il faut envoyer le dossier. Donc, on a voulu faire en sorte que l'utilisateur n'aille plus sur son interface, mais il reste dans QGIS, il fait tout. D'accord. Donc, ce n'est pas encore en ligne. On a fait la demande pour que ça soit en ligne. Et je pense que l'équipe OSGO sont en train d'analyser. Voilà. Donc, ça devrait être en ligne d'ici peu et puis tout le monde va avoir accès. Merci. Alors là, ici, ce qu'on va faire, on va ajouter une action de telle sorte que quand on clique, au moins qu'on puisse voir les informations sur l'entité. Alors, donc, on va réouvrir notre LeaseMap. Et puis, une fois que c'est ouvert, on va venir sélectionner notre couche, arrondissement. Donc, l'ensemble des couches que vous allez ajouter vont apparaître ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais activer ici les pop-up. Alors, je vais juste me limiter à là. Je vais enregistrer et puis je vais faire soit OK ou soit si vous appliquez, c'est déjà bon. Moi, je vais le garder ouvert pour pouvoir le réutiliser parce que dès que vous faites appliquer, vous voyez ici qu'on dit que le projet a été généré ici. Alors, je vais revenir dans mon interface pour voir à peu près à quoi ça va ressembler, juste l'action que je viens de faire. Je vais venir dans mes dossiers. Je vais uploader. Donc, à chaque modification, vous devez vous assurer de venir chercher le dossier et de l'importer. Voilà, on vous dit que ça existe déjà. Bon, faites remplacer pour qu'il remplace tout ce qui existait. Et donc, une fois que c'est ajouté, actuellement, c'est juste une action, juste pop-up que j'ai coché. Vous pouvez déjà anticiper en cochant plein d'autres éléments si vous voulez. Et si je viens sur ma carte et que je rafraîchis ma carte, puis je clique ici, vous voyez que l'entité que je sélectionne, au moins j'ai ces informations, contrairement à avant où je n'avais pratiquement rien. Et tous ces champs qu'on voit ici peuvent être personnalisés. Au lieu que ça s'affiche de cette façon, on peut essayer de mettre des noms qui ont du sens ou bien décider qu'est-ce qu'il faut afficher. Alors, je vais revenir sur mon interface. Il y a également la possibilité, ici on a gardé automatique, on peut utiliser soit du HTML ou soit prendre n'importe tout ce qu'on veut. Voilà, ça peut être un formulaire qui existait ou qui est quelque part qu'on veut utiliser, il n'y a aucun problème. Alors, il y a également une option pour ceux qui ont plusieurs couches. Si vous avez plusieurs thématiques, donc
je peux prendre limite administrative. Au lieu de, vous avez la possibilité de garder ça dans un groupe donné. Donc, les couches, ça c'est à partir de la formation pro qu'on va essayer d'aller là-bas, puisque pour l'instant, c'est vraiment la prise en main. Puisqu'on ne va pas aussi toucher sur la visibilité par groupe, on va également revenir sur ces détails-là. Néanmoins, on va venir, bon, il y a d'autres qui ont déjà fait les fonds de cartes. Table attributaire et sélection. Et ici, vous pouvez décider de voir qu'est-ce que vous voulez afficher dans la table attributaire. Puisque actuellement, quand vous voyez, on a sélectionné, tout s'affiche. Donc, si vous cliquez sur le plus ici, vous pouvez essayer de personnaliser qu'est-ce que vous voulez réellement afficher et qu'est-ce que vous ne voulez pas afficher. Donc, les champs, par exemple, que je vais masquer, je peux prendre tous ces champs-là, je vais désélectionner lui et puis je garde, je vais voir, peut-être c'est le nom de l'arrondissement qui va m'intéresser. Je connais mal les données en France. Je vais enlever la surface et le périmètre. Je vais garder aussi celui-ci, ça a un peu de sens. Et puis bon, voilà. Peut-être le périmètre aussi, je peux garder la surface. Bon, je peux les garder. Vous pouvez décider qu'est-ce que vous voulez garder. Et donc, vous pouvez décider d'enregistrer. Maintenant, quand on va faire la gestion, parce que la gestion des droits, là, c'est un autre niveau, puisque ici, il y a des groupes autorisés qui peuvent exporter les données, d'autres qui ne peuvent pas, etc. Bon, on va juste garder comme ça. Et à chaque fois que vous faites appliquer, sachez qu'il y a un changement dans votre fiche, dans votre dossier, il faut aller le retéléverser. C'est vraiment à cause de ça même, l'extension va changer la donne. Parce que quand vous changez, vous allez juste cliquer sur un seul bouton et puis ça repart pour mettre à jour votre carte en ligne. Édition des couches, ça autre, vous ne pouvez pas le faire puisque pour pouvoir le faire, il faut impérativement, ça nécessite que les données soient dans PostgreSQL pour pouvoir permettre les modifications. Donc, quand on va y arriver à cette étape-là, vous allez prendre plaisir de faire et d'aller ajouter des données, modifier des données, faire tout ce que vous voulez, même la collecte des données. Vous pouvez le faire sur téléphone avec ça, mais c'est à partir d'ici qu'on aura à configurer ça. Formulaire de filtrage. Oui, c'est des actions. Normalement, ici, il y a un formulaire qui permet de filtrer sur votre interface. Mais il faudrait, c'est à partir d'ici aussi que vous pouvez activer. Est-ce que c'est sur quelle couche vous voulez le faire? Mais ça prend que les données soient dans une base de données de Python, Spatial Lib. Je dis, ça doit être dans soit un GeoPackage ou un PostgreSQL. Là, vous pouvez faire ces actions-là. Donc, présentement, nous avons un shapefile qui est plus ou moins limité pour ces actions-là. Par défaut, vous pouvez glisser votre couche dans PostgreSQL et puis vous poussez, vous téléversez le dossier et vous pouvez avoir accès à cette configuration-là. Donc, il y a également les statistiques qu'on peut afficher. Donc, vous décidez quel type de graphe vous voulez avoir, quel type de statistiques, les couleurs et tout. Vous définissez tout et vous pouvez le faire à partir d'ici. Filtrage par utilisateur. Vous pouvez décider quel utilisateur peut voir quoi dans votre organisation. Vous êtes une équipe de 5 personnes. Un peut s'occuper, c'est-à-dire un peut faire, c'est-à-dire peut voir certaines entités ou faire certaines modifications. En tout cas, vous pouvez sélectionner qui peut faire quoi. Donc, à partir de là. C'est là où ça devient intéressant parce que pour coder, mettre des utilisateurs sur une carte, mais qui vont faire des actions spécifiques sur une couche, c'est des choses qui ne sont pas souvent aisées à faire. Surtout si vous avez 30 couches et 200 personnes,
et que vous voulez que certains modifient, certains affichent, etc., c'est beaucoup de gymnastique pour pouvoir y parvenir. Mais ici, vous avez un outil qui vient avec tous ces détails-là, donc sans restriction. Bon, là, ça, c'est le time manager, etc. Bon, on garde tout tel quel. Par contre, on va revenir un peu sur l'option de la carte. Sur l'option de la carte, on va activer des éléments. Vous voyez ici, on n'a que à peine 3-4 actions. On va activer mesurer, on va activer peut-être dessiner aussi. On peut activer la recherche, mais préciser sur quoi faire la recherche, ou soit si vous ne voulez pas, vous gardez ça désactivé. Bon, moi, je vais mettre la recherche. L'emprise, par défaut, pour certains, c'est bon. Si ce n'est pas bon pour ceux qui veulent modifier l'emprise, c'est en fait l'interface qui est ici où la carte s'affiche. Chez moi, ça prend par défaut la couche qui est ouverte. Vous pouvez modifier votre emprise. Maintenant, la zone d'affichage des pop-up. Vous voyez, quand j'ai cliqué ici, il est sorti à côté ici, mais vous pouvez décider où est-ce qu'il va apparaître. Donc, si c'est dans le panneau en bas, je sélectionne, ça va s'afficher en bas ici. Donc, dépendamment de votre carte et de comment elle est configurée, vous pouvez décider de où est-ce que votre pop-up, quand vous cliquez sur une entité, là où ça va apparaître. Bon, maintenant, il y a la barre de menu que vous pouvez cacher, il y a le bandeau du haut que vous pouvez cacher, ça c'est l'interface, etc. Donc ça, vous pouvez prendre le temps d'explorer à fond pour activer toutes les possibilités qu'une carte vous offre. Moi, j'ai pratiquement tout testé. Si vous avez des limites, n'hésitez pas. On a notre site support qui est là, sur lequel vous allez juste vous décrire votre problème. En démo, même si je peux aller, ce serait déjà bien. C'est help.lispark.com. Sûrement que vous avez reçu ça. À chaque fois que vous avez un problème qui ne fonctionne pas, vous pouvez nous contacter là-bas. Vous soumettez une demande. Tout simplement, vous choisissez le problème. Si c'est un support technique, votre carte ne se charge pas, vous avez essayé de creuser, même sur le site de 3list, vous n'avez pas trouvé. Vous venez ici, vous mettez votre nom, votre email. On vous encourage d'utiliser votre email de votre propre compte sur nos... Ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez le compte sur lequel vous travaillez, utilisez ça. Ça va nous permettre, parfois, si c'est un problème qui est technique, purement technique, qui est lié à l'infrastructure, on peut, à partir de votre email, essayer de tracer les logs qui sont un peu plus complexes à suivre. Je vais vous montrer un peu l'interface des logs. On peut essayer de voir les erreurs qui surviennent, et ça nous permet d'anticiper ou de régler le problème. Et vous mettez votre message. S'il y a des pièces jointes téléversées, prenez le temps de tout décrire et vous soumettez. Quand vous soumettez, normalement, vous avez un numéro. Théoriquement, vous avez un numéro de... Je vais prendre problème de pop-up. Et si on répond, vous recevez aussi le mail. Donc, c'est ça qui est intéressant. Si c'est très urgent, mettez élevé, parce que ce n'est pas tout le monde qui reçoit. Si ce n'est pas urgent, vous mettez basse. Maintenant, si c'est urgent, vous mettez élevé. Normalement, tout le monde reçoit ça dans n'importe quelle boîte courriel. Tous ceux qui peuvent intervenir interviennent en même temps. Donc, vous pouvez mettre... Ici, vous décrivez votre problème et puis vous mettez vos images. Ici, vous mettez vous validez et vous soumettez la demande. Donc, quand vous soumettez la demande, normalement, vous avez ce numéro-là et un message, normalement, un courriel que vous recevez automatiquement à cet effet. Donc, avec ce courriel que vous recevez, ça nous... Si on répond, on vous répond, vous allez
voir le message. Donc ici, là, vraiment, on a reçu votre message. À chaque fois, vous pouvez venir à partir d'ici, vous cliquez pour voir l'état d'avancement, si on a répondu ou pas, si on n'a pas encore répondu. Sinon, vous pouvez suivre votre demande ici, voir les articles, je vais voir. Non, on va ajouter la possibilité de suivre, c'est ça. Vous cliquez ici, vous collez, et puis votre adresse email. Normalement, si vous faites voir votre demande, vous devez retomber sur votre propre demande. Et ça, si on répond, vous recevez ici également automatiquement le message et vous recevez aussi par mail jusqu'à ce que le problème soit résolu. Donc, c'est vraiment un suivi qui va se faire vraiment automatiquement. Donc, n'hésitez pas en cas de problème. Donc, là, ici, j'ai terminé mes configurations. Il y a aussi les échelles de zoom. Vous voulez que ça zoome sur quelle échelle? Vous les listez ici. À ce niveau, vous les listez. Ici, je dis à chaque zoom. Donc, si je suis à 500 000, après, il faut que le prochain zoom, je sois à 250 000. Donc, vous pouvez les lister ici, les échelles numériques, l'échelle minimum, maximum. Donc, il y a beaucoup de configurations que vous êtes capable de faire sur votre carte. Bon, moi, je vais enregistrer ça ici et je vais revenir sur mon projet. Je vais juste téléverser. Formation. Et ensuite remplacer. Puis c'est instantané. Donc, il y a aussi les délais de rafraîchissement. Les délais de rafraîchissement que vous pouvez faire, il y a plein d'autres détails. Voilà, le téléversement est terminé. Voilà, là, si je clique, vous allez voir que mon pop-up s'ouvre en bas. Ce n'est plus ici, puisque c'est ce que j'ai choisi. J'ai dit, il n'a qu'à s'afficher en bas ici. Et également, parfois c'est agaçant quand ça s'affiche en bas. Également, j'ai ici les outils de dessin. J'ai mentionné de dessiner, donc j'ai mes outils de dessin qui sont ici. Donc, je peux sélectionner. Voilà. Vous décidez. Donc, il y a les options. Si vous voulez sélectionner plusieurs, vous maintenez Alt et puis vous pouvez faire plusieurs sélections. Je vois. Voilà. Donc, vous maintenez Alt et vous cliquez sur le nœud. Comme ça fait plusieurs sélections. En tout cas, il y a plein de choses. Vous pouvez décider de sauvegarder ça dans la sélection, dans le navigateur. Et puis, alors, quand vous revenez, la sélection peut être... Bref, je vous laisse vraiment le temps d'explorer, de tester et tout ce qu'il y a. Les pop-up, tout ça, tout est personnalisable, tout est modifiable. Vous pouvez mettre les couleurs qui vous conviennent, etc. Depuis l'espace thème. Sinon, on créera des thèmes pour modifier tout ça à votre goût. Alors, l'autre chose que je devrais voir, il y a les outils de mesure qui sont là. Vous devez sélectionner quel outil vous voulez, si c'est l'air ou si c'est le périmètre. Bon, si je prends le périmètre et que je fais comme ça me donne directement les informations ici. Il y a un dernier, c'est les données. Les données, je vais venir dans arrondissement et détail. Oui, vous pouvez exporter des données. Donc, vous avez la possibilité d'exporter dépendamment du format. Vous pouvez aussi décider que personne ne doit exporter. Donc, si personne ne doit exporter, c'est également depuis votre
interface que vous allez définir ces éléments-là. Alors, pour finir, il y a la possibilité, au cas où vous avez votre carte comme ça et que vous voulez le mettre sur un site web, vous pouvez juste cliquer sur permalien. Il y a l'option intégrée. Vous allez voir ici un iframe. Ça dépend si vous voulez prendre grand ou bien personnaliser. Vous personnalisez la hauteur et la largeur et puis vous allez juste intégrer ça sur votre site quelque part. Si c'est le site, je dis n'importe quoi, d'une municipalité, vous travaillez pour une municipalité et vous ne voulez pas que les gens aient accès directement à ce URL, vous pouvez aller sur ce site connu et vous intégrer ça. Donc, les gens peuvent venir regarder les cartes, jouer et faire tout ce qu'ils veulent avec. Et enfin, on n'a pas parlé des services web que ici, vous avez les services, les WFS qu'on a configurés il y a quelques minutes. Vous allez voir tous ces services web qui peuvent être ici accessibles, etc. Bon, en résumé, c'est ça. On a un outil on n'a pas encore exploité les 1 tiers, un tiers c'est quand même trop, les 1/10 du projet, parce que pour des projets complexes, vous avez peut-être des groupes de couches toutes configurées, toutes structurées, et puis vous avez des droits que vous donnez, d'autres droits que vous ne donnez pas, etc. Ça va vraiment loin. Donc, je vous encourage à exploiter et peut-être même à avoir un staff, une équipe, parce que vous pouvez avoir une équipe illimitée à part d'ici avec des utilisateurs que vous allez vous-même créer, ou soit vous pouvez les permettre de s'inscrire sur le site. Donc, tout se fait vraiment à partir de là. Il y a des gens que vous pouvez autoriser de s'inscrire sur votre projet ou d'autres que vous pouvez dire, bon, non, il n'y a pas d'inscription à faire sur le site. Donc, c'est vraiment à vous de décider. Donc, il y a des droits pour des utilisateurs que vous pouvez donner ou d'autres utilisateurs que vous pouvez enlever des droits. Donc, tout se gère à partir des interfaces. Est-ce que l'utilisateur, le groupe d'utilisateurs de ceux qui publient, est-ce qu'ils ont le droit de créer un groupe? Vous pouvez décider ou non. Donc là, ils ont battu le record. Vous pouvez créer un groupe où eux autres, leur travail, c'est de voir. Donc, et vous décidez des droits là-dedans, vous créez l'utilisateur, vous l'attribuez des droits. Ça prendra une formation complète aussi également de pratiquement 2 heures pour pouvoir comprendre comment vraiment gérer les utilisateurs. À côté, il y a les logs. Parfois, quand vous avez des erreurs, venez regarder dans les logs, on vous décrit pourquoi il y a le problème. Donc, il y a toujours des logs qui existent au cas où il y a un problème. Donc, dans le thème, je vais voir. Est-ce qu'il y a, voilà, ici, vous pouvez personnaliser votre page d'accueil, son contenu, quand les gens sont connectés ou quand les gens ne sont pas connectés. Donc, vous pouvez personnaliser avec du texte, des images, etc., conformément à votre organisation. Donc, je vais voir projet QGIS, c'est ce qu'on a. Il nous liste la liste de tous nos projets et la gestion des cartes. Donc, c'est ce qu'on vient de, on l'a manipulé. Et au niveau de la configuration LeaseMap, ici, vous pouvez décider si les gens peuvent s'inscrire sur votre site ou pas. Donc, par défaut, personne ne peut s'inscrire. C'est juste connexion qui existe. Il n'y a pas inscription. Mais vous pouvez activer la possibilité pour que les gens puissent s'inscrire. Et donc, tout se passe toujours dans l'administration au niveau de la configuration. On a ici l'interface, on a les projets, on a les courriels également qui peuvent venir. Sinon, si je clique sur modifier, je peux voir ici autoriser les visiteurs à demander un compte. Vous pouvez transformer ça
en oui. Et puis, il y a pratiquement toutes les configurations, vous pouvez les faire. Ne soyez pas limité parce que ça ne va rien casser sur votre serveur. Et puis, OK, l'adresse courriel de l'expéditeur. Ici, si vous mettez oui, il faut mettre l'adresse courriel de celui qui envoie. C'est-à-dire, quand la personne crée un compte, il y a normalement un courriel qui est envoyé. Bon, moi, je vais mettre notre mail qui envoie les notifications. Mais vous pouvez après tout mettre ce que vous voulez. Et si vous essayez, ça ne fonctionne pas, tenez-moi au courant. Là, donc, j'ai configuré la possibilité aux gens de créer leur compte. Si je ferme, vous allez voir ici que j'ai l'option inscription qui apparaît. Donc, quelqu'un peut venir créer son compte, faire son inscription. Et pour désactiver le thème par défaut que nous avons mis en place, pour les vrais utilisateurs de l'EaseMap qui sont habitués avec l'interface par défaut, je vais désactiver le mien, thème. Vous allez venir dans modifier sans rien toucher si vous voulez et vous réenregistrer. Normalement, ça écrase le thème qui est déployé avec et ça vous ramène au thème initial, au thème original de l'EaseMap lui-même lors de son déploiement. Donc, et si vous voulez modifier, vous pouvez vous rendre dans la section des thèmes pour le faire, ou soit vous-même, vous pouvez vous mettre à créer vos propres thèmes. Donc, si je viens dans thème, je vais modifier la couleur de l'entête. Ici, soit vous mettez les CSS additionnels. Donc, c'est ça, c'est là où tout se joue. Ou bien, bon, vous pouvez décider de changer votre logo, de mettre l'image de l'arrière-plan, donc de l'entête ici, ou soit les couleurs de fond. Donc, si je prends cette couleur, j'enregistre, vous allez voir que ma couleur de fond ici est changée. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de modifier. Même le logo qui est ici, vous pouvez le remplacer avec votre propre logo ou le modifier. Donc, vous pouvez avoir un site où même le panneau qui est ici n'est pas là-bas, mais il se trouve quelque part à votre droite. Donc, tout est configurable. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Et surtout, n'oubliez pas à la fin que vous avez des métriques ici qui vous disent votre consommation. Donc, on a ici la base de données. Bon, elle, généralement, ça ne va pas bouger, sauf si vous ajoutez des utilisateurs, elle peut bouger. Mais avec la version Pro, vous avez accès à la base de données. Oui. Parce qu'avec le plan basique, si vous regardez au niveau de PostgreSQL, les informations ne sont pas là. Il faut passer à Pro pour voir les informations pour accéder à votre base de données. Mais pour des formations, vous allez toujours avoir accès. Et puis, bon, c'est une seule instance avec cette version. Donc, si vous tentez, on vous dit que vous avez atteint la limite. Alors, j'ai fait le tour en résumé de ce que je voulais vous introduire. Et je ne sais pas s'il y a des questions ou certains ont réussi à publier leur carte. N'hésitez pas de partager au cas où vous réalisez des cartes. N'hésitez pas de... Moi, je suis très actif sur LinkedIn pour ceux qui me connaissent. N'hésitez pas de publier et de partager et même de me taguer si vous voulez bien, puisque j'ai une communauté grandissante sur l'ISPAC, même des départements en France. Donc, pour ceux qui sont peut-être en France, il y a beaucoup d'offres aussi qui tournent vers ça, puisque il y a plein de villes qui exploitent
l'ISMAP. Et il y a certains vraiment qui, si vous faites, vous partagez, vous taguez, ça peut vous ouvrir aussi certaines portes. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, à certains moments, faire certains tests spécifiques, où vous avez des projets spécifiques et que vous avez besoin d'un accompagnement aussi, je reste totalement disponible pour vous accompagner. Si je ne suis pas là, dépendamment de votre pays, il y aura toujours quelqu'un qui est bien formé, qui peut vous accompagner dans votre projet. Il n'y a pas de limite de cartes. Donc, vous pouvez faire des millions de cartes pour publier. Il n'y a aucune limite par rapport à ça. Le site sera le même. Chaque carte a une URL. C'est également l'avantage. C'est là où vous pouvez être limité, c'est le stockage. Vous avez 1 giga de stockage pour à peine $10 par mois. Ça n'atteint pas 10 000. Donc à peine 5 000 à peu près par mois. Et puis, vous avez 1 giga pour publier vos cartes, faire tout ce que vous voulez. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce que vous avez une chaîne YouTube ou des petites séries de vidéos qu'on peut voir? Oui, j'ai une chaîne YouTube, j'aime des labos. Pas moi, mais Geomadev, c'est la chaîne de Geomadev. Généralement, c'est là où j'ai vu un peu l'engouement. Si vous tapez sur YouTube l'ISMAP, c'est sûr que vous allez tomber sur mes vidéos en premier, mais la chaîne n'a pas, euh, nous n'avons pas encore commencé à publier. Ah, ok, je ne suis pas au bon endroit. Ok, nous n'avons pas encore commencé à mettre en ligne nos vidéos, les tutos, mais ça va venir déjà à partir de la semaine prochaine parce qu'on a déjà au moins quelques vidéos de, de tournée qui vont être vraiment courtes, 2 minutes, 1 minute, pour un truc spécifique. Sinon, si je mets l'ISMAP, c'est l'ancienne version, l'ancien système. Bon, on a ici l'ISMAP lui-même. Bon, souvent, ils ont des tutoriels qu'ils font. Oui, vous allez voir ici installation, donc publier une carte sur l'installation de l'ISMAP dans QGIS. Bon, c'est ça. Sauf qu'ici, on avait une méthode pas très catholique de partage. C'est que on créait, c'était un zip, donc un compressé où vous travaillez en local. Et donc, il y avait beaucoup de limites. La communication avec PostgreSQL, etc., c'était plus difficile. Ce n'était pas aussi exploitable publiquement. C'est que vous gérez ça sur votre ordi. Pour les étudiants, ils faisaient ça sur leur ordinateur et puis ils s'en vont présenter en classe et c'est fini. Donc, il n'y avait pas. Donc, ces vidéos, normalement, que vous voyez ici, vont être retirées. Et on va aller avec maintenant la nouvelle méthode. Donc, théoriquement, si vous vous abonnez sur cette chaîne-là, je vais vous partager ça. Vous devriez en principe, vous activer la notification. Vous allez en principe, je ne sais pas si je peux partager ça par où. Oui, partager la chaîne. Voilà, vous allez en principe commencer par recevoir des notifications quand on publie. Et en fonction de vos problèmes aussi, on va s'orienter. On va faire des vidéos au fur et à mesure en fonction des problèmes que vous rencontrez.
Maintenant, ça, c'est ça, c'est l'offre mutualisée. Sinon, on a des offres plus entreprises, des offres entreprises où c'est vraiment plus poussé. C'est-à-dire qu'on déploie toute l'architecture sur l'infrastructure de l'entreprise et il s'occupe de tout. Mise à jour, sauvegarde des données, tout, il s'occupe. Donc, ça ne nous regarde pas. C'est que on récupère, on les livre, l'ISPAC, la base de données et tout, sur leur truc au complet. Et puis, on n'a pas accès à quoi que ce soit. Donc, en cas de problème, quand vous tentez de déployer, ça ne marche pas, ils doivent prendre du support, ils doivent payer de la maintenance pour qu'on aille fouiller, voir si ce n'est pas leur informaticien qui a lancé son script qui est venu écraser des choses. Donc, on a l'offre entreprise de ce type. Et bon, il y a aussi l'offre entreprise pour certains qui ont besoin de certaines ressources spécifiques. Par exemple, la haute disponibilité. On fournit ça également. Bon, ça, c'est un peu plus poussé. Pour le moment, on recherche aussi des partenaires, mais il faut avoir une structure bien établie. Comme ça, vous pouvez devenir également un représentant de l'ISPAC sur votre territoire. Vous faites des formations, vous pouvez déployer pour des organisations, les municipalités, les mairies, etc. L'avantage, c'est ça. Vous déployez, vous les formez. Si ça chauffe, même le maire va ouvrir QGIS pour aller désactiver une couche. Contrairement au vrai code où il faut faire une maintenance plus technique, ici, on n'a pas besoin de coder. Donc, s'il faut coder, peut-être c'est le CSS ou un JavaScript qu'il faut mettre pour avoir certaines interactions. Ça, on est en train d'explorer comment on peut le faire aussi facilement. Même l'intégration des copilotes. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, j'espère que tout le monde a une carte, a réussi à publier sa carte. Et au cas où vous avez besoin, après que je jette coup d'œil sur votre carte, n'hésitez pas de me faire signe. On pourra regarder ensemble. S'il n'y a pas de questions. Oui. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, en résumé, après tout le lien qu'on a là, on peut copier ce lien, genre pour publier la carte, on copie juste le lien là pour partager avec. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Comme ça, ils pourront avoir accès au site de l'ISMAC pour lire leurs cartes ou bien éditer, ou bien s'il faut ajouter des trucs et tout par rapport à la configuration de base que nous avons fait. C'est ça. Et donc, le stockage aussi, on peut toutefois payer les packs qui nous intéressent par rapport au volume de notre donnée ou bien de notre projet. Oui. Par défaut, je vais repartager mon écran. Par défaut, ici, vous avez 1 giga. Vous avez 1 giga de stockage actuellement. Oui. Donc, il n'y a pas normalement de problème. C'est si, par exemple, vous voulez dépasser 1 giga ou bien utiliser la base de données PostgreSQL, si vous savez que, par exemple, en allant sur le terrain, vous allez éditer des données, là, il faut passer par PostgreSQL. Donc là, vous pouvez prendre un plan plus élevé qui vous donne accès à PostgreSQL. Ce qui est intéressant, vous pouvez le faire sur une durée fixe.
C'est-à-dire, à tout moment, vous pouvez annuler. Vous pouvez décider, si par exemple, je sais que le mois prochain et le mois d'après, je vais faire la collecte des données. OK, je prends, j'ai le stockage, je visualise, tout est bon. Après, je peux dire, je vais résilier ou bien je peux le garder. Et vous pouvez maintenant, pour l'instant, l'offre n'est pas disponible, prendre une base de données à part et puis un plan basique et lier ça. C'est-à-dire, vous prenez un plan basique de $10, vous allez chercher une base de données à part et vous liez. Base de données à part, là, c'est pas... Ici, vous allez voir, on a des offres de base de données, mais ce n'est pas encore, comme on le dit, officiel. Ça devrait arriver d'ici début du mois. Donc, vous prenez une base de données, 1 giga à peine $1, puisque le montant qui est ici, c'est un montant test. Et puis, vous pouvez scroller, choisir le nombre de gigas qui vous convient. Puisque nous, avec même le plan Pro, on n'offre pas plus de 2 gigas. C'est 2 gigas maximum. Donc, si vous voulez 5 gigas, c'est ici. Et puis, vous liez. Il y a une manière, vous cliquez un bouton et puis LeaseMap commence par communiquer avec votre base de données. D'accord, merci beaucoup. Donc, dans la suite aussi, nous aurons certaines séances aussi, c'est ça? Oui, on n'a fait qu'une séance d'introduction et on n'a pas encore fait les séances. Il faut une séance avancée où on va apprendre à éditer des couches, c'est-à-dire à faire une configuration plus complexe et complète. Et il y a une séance sur les droits, la gestion des droits et l'administration. Ça, c'est... Normalement, je vais faire ce type de formation. Vous allez voir, je ne vais pas trop publiciser. Je vais faire comme ceci. C'est vraiment la veille, je rends le lien public pour avoir le moins possible de personnes et pouvoir transmettre le message efficacement pour que chacun puisse tester. Donc, quand on publicise beaucoup, il y a beaucoup de personnes et puis la formation n'est pas efficace. Il y a des formations où il faut faire ça ou des webinaires, mais pour des formations où je veux vraiment que les gens maîtrisent quelque chose, je vais faire ça en nombre très limité. Donc, je partagerai toujours dans le groupe au cas où j'ai une formation de ce type à faire. Mais il y a normalement 2 pour que vous puissiez être vraiment opérationnel. Sinon, vous êtes déjà opérationnel, vous pouvez poursuivre vos configurations, etc. Donc, il y a une bonne... merci beaucoup. OK. Il y a une bonne LeaseMap documentation et il y a de bonnes ressources ici où vous pouvez avoir la documentation complète d'un guide d'utilisateur et de l'éditeur, comment est-ce qu'il faut aller dans les configurations. Il y a tout que vous pouvez trouver ici aussi et peut-être même des... Oh, OK. Voilà. Donc, c'est le deuxième lien que j'ai envoyé. Là, vous pouvez comprendre l'architecture, comment est-ce que ça fonctionne, comment configurer. Et la symbologie, vous voyez, ici, ils ont fait des symbologies, ils ont mis beaucoup plus de couches et ils sont venus, vous voyez, ils ont fait ça dans QGIS. Et c'est beaucoup plus joli. Nous, on a juste mis une couche, on n'a rien fait de plus et on est parti pour regarder. Vous allez voir tous ces détails-là qu'ils expliquent. Vous voyez la symbologie. Si vous êtes un bon cartographe, vous faites de très jolies cartes, vous allez voir que votre carte sera très impeccable aussi en ligne. Donc, ils ont des outils de recherche, etc., qu'ils ont intégrés. Tout ça, vous êtes capable actuellement de cocher et d'activer. Comment ils ont fait sans aucun problème. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller plus loin, de créer, et je serai là au besoin pour aider. Donc, il y a les impressions des cartes aussi que vous pouvez intégrer. Ils expliquent comment est-ce que ça marche. Ça, c'est vraiment un guide de l'utilisateur, quelqu'un qui vient utiliser. Maintenant, le guide de l'éditeur, ça, c'est vous. Comment est-ce que vous installez, vous mettez à jour et puis, bon, les propriétés des couches.
Ça, c'est ce que vous allez faire. Ils ont des vidéos aussi qui accompagnent chaque action. Au cas où vous voulez, par exemple, et faire des filtres, etc. Donc, vous regardez la vidéo et puis vous suivez. Souvent, c'est des vidéos sans son. Vous regardez seulement comment ils ont fait et vous pouvez reproduire ça également. Il y a tous ces détails-là. Je vais cliquer sur guide de l'éditeur et puis je vais vous mettre ici le guide de l'éditeur aussi. Hop là. HTTPS. Voilà, donc, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne se présente pas comme une URL. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a, d'autres questions? Sinon, on va se dire à la prochaine. Donc, je parlais d'HTML. Vous voyez s'il y a des HTML. Oui, Paul. Non, c'est une erreur, désolé. S'il vous plaît. Ok, d'accord. Donc, en tout cas, profitez bien de la formation. Oui, Coco. Oui, d'abord, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais juste savoir, donc ça veut dire que l'accès qu'on a actuellement, on peut essayer de travailler avec Oui. ça, explorer les fonctionnalités de l'ISMAP avec ça en attendant. Oui, vous pouvez explorer. Normalement, si vous regardez sur votre tableau de bord, c'est une formation, puisqu'on aura peut-être des formations subséquentes. Si vous regardez, vous venez dans facturation, abonnement, vous allez voir ici la décompte qui est là. Peut-être qu'au moment venu, si ça peut expirer dans 30 jours à peu près. J'ai fait ça sciemment. Donc, normalement, c'est ça. Vous ne pouvez pas arrêter la décompte quand même. Vous pouvez profiter. Si d'ici, je pense, les 3 prochaines semaines, j'ai une formation sur l'automatisation, bon, sur l'initiation de Python, grand public que je vais faire. Du coup, il se pourrait qu'on ne fasse pas encore une rencontre, disons une formation de ce type. Vous pouvez continuer. Au moment venu, s'il y a une autre formation, je vais créer. Parce que la prochaine formation, ça va être le plan pro. Donc, je donnerai également l'accès pro avec 2 gigas et une base de données, je pense, qui va suivre. Du coup, vous pouvez poursuivre votre exploration sans problème. Seulement, à la fin des 30 jours, des 1 mois, ça va s'expirer. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. De mon côté, je n'ai pas Oui. de questions, juste merci pour la présentation, c'est bien formidable. On a du boulot. Effectivement. Donc, nous, on est vraiment toujours en développement, pas sur l'ISPAC. L'ISPAC, ça, c'est plus la recherche qu'on est en train de faire. Pas sur l'ISMAP, c'est plus la recherche qu'on fait là-bas pour voir comment on peut, maintenant que tout le monde peut déployer en un clic, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour avoir un outil plus puissant que ça. Sinon, les prochaines étapes, c'est ça. Il y a le déploiement d'une base de données en instance. Logiquement, tout le monde devrait avoir au moins une base de données où il met ses données et non de garder ça sur son ordi. Et quand le poste ou le disque dur est gâté, c'est gâté. On a essayé d'explorer, de prendre, de voir combien les gens
déploient leur base de données et nous, on va offrir le prix imbattable. Personne ne pourra, à moins qu'ils décident d'avoir une infrastructure comme la nôtre. Là, ils peuvent avoir des prix de $1 pour avoir 1 giga par mois. Maintenant, on va également déployer QField. Donc, QField, c'est vraiment un outil de collecte de données dans QGIS. Et on a un spécialiste qui avait donné une formation l'année surpassée dans Geomadère pour ça. Je pense Franck Anika. Et c'est ça. Il fera des formations autour de ça. Et comme je l'ai mentionné, QField viendra pas comme ce qu'on a l'habitude de voir dans QField. Tu crées ton compte et puis, bon, tu n'as pas accès à l'interface de pilotage. Ici, quand tu déploies ton instance QField, tu as tout. Tu as accès, tu peux avoir des utilisateurs illimités. Tu peux configurer. Là où tu vas avoir des problèmes, c'est l'espace. Donc, au lieu de donner gratuitement 100 mégas, nous, on va donner gratuitement 200 mégas pour la collecte des données. Et à partir des autres plans, je pense sur QField, sur leur site, ils sont avec une offre beaucoup plus élevée. Ils sont avec des offres plus ou moins pas alléchantes, $10, je crois, pour ceux qui sont habitués. QField Cloud, je pense qu'ils sont un peu plus élevés. Donc, nous, on viendra avec une offre pratiquement de la moitié. Donc, c'est ça. Ils sont à 15 € par mois. Peut-être que vous allez voir que nous, on viendra avec peut-être 5 ou 10 € le mois, mais on déploie tout un système avec. Et puis, il n'y a pas de limite d'utilisateur. Et chacun aura son URL comme ce que vous venez de voir ici. Donc, vous collectez avec QField, vous synchronisez sur votre téléphone. Dès que la synchronisation est faite, ça se retrouve dans votre base de données. Vous allez sur votre carte QGIS, vous voyez. Donc, en résumé, tout le système de collecte de données, normalement, ne devrait pas coûter cher, en tout cas pour une organisation, avec ce qu'on est en train de développer. Et donc, Kobo Toolbox aussi est en vue. On essaie d'étudier pour voir la faisabilité du déploiement en instance. Le but, c'est plus, notre cible, c'est plus nos pays qui souffrent beaucoup pour pouvoir avoir ces outils. Parce que c'est gratuit, tout le monde va y l'activer, mais quand il faut payer 15 € par mois, c'est là ça devient compliqué. Un LeaseMap, déjà, pour déployer ça sur 3 leases, je ne sais pas, je pense avoir des prix là-bas qui dépassent même 80 €. Nous, on vient avec $10 pour quelqu'un qui peut déployer sa carte. Ce qui fait que même les Français, certaines structures françaises commencent à envoyer des courriels. Donc, il faut profiter pour développer l'expertise le plus tôt possible. OK, merci beaucoup. Et je ne vais pas continuer pour qu'on se laisse. Je reste disponible. Dans le groupe, je pense que tout le monde y est. N'hésitez pas, si vous avez des blocs, faites des captures, vous partagez là-bas. Ceux qui ont déjà goûté à LeaseMap peuvent, il faut que ça devienne une communauté, peuvent répondre. Je pense qu'Edico a fait déjà plusieurs fois, il a fait beaucoup de tests, il est très avancé là-dessus. Il aurait rencontré beaucoup de problèmes. Si vous l'écrivez, il va répondre. Il y a Stéphane aussi, qui s'y connaît depuis 2018 ou 2017. Donc, il est également capable de vous répondre assez vite. Et il y a moi. Donc, je suis également disponible. Et peut-être certains d'entre vous. Donc, dépendamment des problèmes que chacun rencontre, on peut trouver une solution. OK, merci beaucoup et passez une bonne journée.
Merci. Ok, merci beaucoup pour la formation. Merci beaucoup, Marcelin, pour la formation. Merci. Allez, au revoir.